Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Pas d'accord entre l'OPEP et la Russie pour baisser la production de l'or noir. La réunion de Vienne se solde par un échec. On écoutera dans ce journal le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. 2 morts et 3 blessés dans un affaissement de terrain dans un chantier de construction d'un projet ADL à Alger. Une enquête a été ouverte par le parquet de Chraga. Les détails dans ce 19h. La saison des pluies menace chaque année les habitants de Djané. 3 ouvrages sont en construction pour les protéger. Un chantier qui accuse beaucoup de retard. Les responsables locaux s'impatientent et le maître d'ouvrage s'en défend. À la fin de ce journal, nous vous ferons découvrir une horloge pas comme les autres. Elle donne l'heure, certes, mais elle est devenue un repère pour les habitants de Meliana. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par la 8e réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole tenue aujourd'hui à Vienne. La réunion s'est soldée par un échec. L'OPEP et son principal allié, la Russie, ne se sont pas parvenus à s'entendre pour baisser la production de pétrole pour empêcher son prix de dégringoler. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie, président de la conférence de l'OPEP, était présent à Adel Bouhames. La Russie a rejeté la réduction de production de pétrole proposée par l'OPEP pour contrer l'impact du coronavirus sur la demande mondiale. Il faut dire que depuis 2016, c'est la première fois que l'OPEP et ses alliés, et à leur tête la Russie, ne sont pas parvenus à s'entendre pour stabiliser les cours du pétrole. Selon le ministre russe de l'énergie Alexandre Novak, à partir du 1er avril, compte tenu de la décision prise aujourd'hui, personne, ni pays de l'OPEP, ni pays de l'OPEP+, n'a d'obligation de baisser la production. Durant ces réunions, la Russie a refusé l'offre de l'OPEP d'une coupe collective supplémentaire d'1,5 million de barils par jour jusqu'à la fin de l'année 2020. L'OPEP a eu donc du mal à convaincre ses alliés d'accepter de baisser leur production de pétrole, une proposition à laquelle étaient parvenus la veille les pays membres du cartel. Les 23 pays qui représentent ensemble plus de la moitié de la production mondiale de brut n'ont pas réussi à enrayer la chute de prix du brut provoquée par la crise sanitaire. Le Brent de la mer du Nord s'effondrait de près de 9% en fin d'après-midi, passant sous la barre de 46 $, touchant même son plus bas depuis l'été 2017. L'échec qui a sanctionné cette réunion était prévisible suite au retard de plusieurs heures du début des travaux de cette réunion, suite aux longs pourparlers informels qui se sont soldés par une impasse. La Russie n'étant pas acquise à l'option d'une baisse supplémentaire de production. L'OPEP se retrouve dos au mur en dépit des efforts consentis depuis 2017 pour maintenir à flot les cours du brut dans un marché où l'offre est excédentaire. Et le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, qui se trouve sur place, affirme que malgré cet échec, les efforts continuent pour trouver un accord. Je vous propose de l'écouter. La réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion très importante aussi. La réunion, c'est les pays OPEP et non-OPEP, autour des propositions faites par la réunion d'hier, la conférence de l'OPEP, de la réduction de 1 500 000 barils par jour supplémentaires, et aussi faire l'extension de l'accord de décembre. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup discuté en bilatéral, en séance plénière, en séance regroupée aussi entre ministres OPEP et non-OPEP. Le résultat obtenu, c'est que nous continuons à faire le monitoring du marché et nous continuons à observer le marché par rapport à la propagation du coronavirus. Donc, c'est l'une des résultats de cette réunion, et aussi de continuer avec les experts OPEP et non-OPEP à chercher et travailler ensemble pour pouvoir aboutir à un nouveau mécanisme de coopération qui va permettre aussi de réguler le marché. Donc la coopération est maintenue, le degré de coopération sera élevé parce que nous allons continuer des rapprochements et des contacts directs avec les pays OPEP et non-OPEP. Et nous, en étant président de la conférence de l'OPEP, nous avons un rôle très important à jouer, à toujours rester dans cette concertation et réunir le consensus autour d'une proposition que nous le ferons, le pays OPEP, que nous allons le faire pour les pays non OPEP lors de la prochaine réunion.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 8e réunion des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est un drame qui a coûté la vie hier soir à 2 travailleurs dans un chantier de construction à Sidi Abdallah à Alger. La cause ? Un affaissement de terrain dans un chantier de construction d'un projet ADL. 3 autres blessés ont été évacués vers l'hôpital de Zeralda. Le ministre de l'Habitat, Kamel Nasri, s'est rendu dans la soirée sur les lieux. Je vous propose de l'écouter. فحول الحماية المدنية بعد المجهودات اللي قاموا بهم منذ Malheureusement, et après plusieurs heures de fouilles menées par les éléments de la protection civile depuis 19 heures à peu près, la 2e victime vient d'être retirée. Nous déplorons la mort de 2 personnes dans cet accident. À cette occasion, je tiens à présenter mes condoléances à leurs familles, ainsi qu'à tous les travailleurs du chantier. 2 autres personnes ont été retirées vivantes des décombres. Elles ont été transférées à l'hôpital de Zeralda et se portent bien. Les 2 blessés sont hors du danger. Nous avons le regret de compter dans cet accident tragique 2 morts. Que Dieu ait leur âme. Cela s'est passé aux environs de 19 heures après un affaissement de terrain dans ce chantier de construction. Et puis une enquête a été ouverte par le parquet de Cheraga. Elle devrait déterminer les circonstances de cet accident. On vous emmène à Janet, une ville qui fait face chaque année aux inondations pendant la saison des pluies. Pour protéger la ville et ses habitants, 3 ouvrages sont en construction. Seulement voilà, la date de livraison n'est pas respectée. Sur place, le Wali somme le maître d'ouvrage d'accélérer la cadence de la réalisation. Les responsables de Considère évoquent quant à eux le manque de main-d'œuvre qualifiée. Le reportage sur place de Brahim Belkhir, commentaire signé Nasrin Ben Saïdi. Un plan d'urgence a été mis en place en vue de prévenir contre les inondations qui ont touché la wilaya d'Elizi l'an dernier. Il s'agit du projet de construction de 3 ponts, un à l'entrée de Janet, l'autre entre les quartiers d'Agoum et Djehil et le 3e sur l'axe menant vers la localité d'Ina Berber. Ce projet, dont la livraison est prévue pour le mois de mai, accuse cependant un léger retard. Le retard هذا والريتم هذا بهذا لا كادونس باش تكملوا لي 3 زوفراج ما ظنيتش. لا كادونس اللي راكم تمشوا بها ضعيفه. لا سونترال لا بيتون تاعكم راها تخدم. اذا عندكم ان بروبليم دابروفيزيونمون اغريغا نجم ندير لكم ريكيزيسيون اللي يسموه لي ستاسيون دو كونكاساج اللي راهم في لا ريجيون يعطوكم كل لا كونتيتي. المهم انكم تقلعوا. D'après où je نشوف موسم الامطار احنا عندنا مي جوان ما نبغوش يدير لنا اشكال. Ce retard est dû principalement au manque de main-d'œuvre qualifiée et à l'approvisionnement en agrégat. Le problème majeur ici à Janet est l'approvisionnement en agrégat. Même les carrières qui se trouvent dans la région ne sont pas des unités commerciales. Si ce problème d'approvisionnement est réglé et si l'agence d'exploitation et l'entreprise Considère nous accorde la permission d'embaucher une main-d'œuvre qualifiée, à ce moment-là, nous pourrons livrer le projet à temps. Ce projet a pour objectif de rassurer les citoyens quant à d'éventuels risques d'inondation et aussi pour valoriser les efforts de l'État. Pour rappel, les inondations qui ont affecté la région l'année dernière ont causé de nombreux dégâts sur les infrastructures qui ont été recensées pour leur prise en charge graduelle. Le coronavirus plombe l'économie mondiale et sème la panique. En Algérie, pour y faire face, le ministère de la Santé renforce son dispositif à travers plusieurs wilayas du pays. Le ministre de la Santé insiste sur un point, mieux communiquer pour éviter les scènes de panique. Les explications de Nejma Harish. Le coronavirus, une nouvelle épidémie en Algérie. Comment y faire face pour éviter une propagation rapide? Sommes-nous suffisamment informés sur la transmission de ce virus, encore émergent dans notre pays? Et qu'en est-il du dispositif de prise en charge et de prévention? Pour répondre à toutes ces questions, les professionnels de la santé, à leur tête le ministre de la tutelle, multiplient les débats télévisés, les conférences et les communiqués de presse. Nous avons mis le dispositif aussi bien au niveau de nos frontières par des caméras thermiques. Au niveau des hôpitaux, j'ai donné instruction pour que toutes les structures de santé dans le pays soient disposées à accueillir, le cas échéant, des sujets atteints.
Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires en masques, en réactifs pour les tests, tout ce qui est inscrit en relation avec les recommandations de l'OMS. Et bien entendu, ce qui est absolument fondamental chez nous, c'est éviter la psychose et la panique. Au total, 17 cas ont été testés positifs au Covid-19. Les 16 personnes appartenant à la même famille sont bien pris en charge. Je rassure les citoyens pour une raison très simple, c'est que la situation est maîtrisable, que c'est une seule famille. Si on avait des cas un petit peu éparpillés dans le pays, peut-être que ça nous préoccuperait un petit peu. Mais c'est une seule famille, la seule famille, tout à 100%, toutes les personnes positives appartiennent à 100% à cette même famille qui a été identifiée. Je précise bien que si on est arrivé à ces cas, c'est qu'on a interrogé des familles et des familles et des personnes et des personnes, ce d'autant qu'ils étaient réunis à une rencontre et tout, aussi bien à Guelma qu'à Mascara, qu'à Blida, qu'à Boufarik, et on a réussi à cerner uniquement les cas positifs. Ça fait 2 jours que nous sommes, enfin, j'espère, durablement tranquilles. On retient en moyenne les 14 jours pour faire des prélèvements, mais il y a certains qui dépassent les 14 jours. Donc nous, notre rôle, c'est de continuer donc, à les surveiller, l'isolement, de faire après un certain moment des tests donc, de contrôle, et lorsqu'ils sont négatifs, à ce moment-là, on peut donc déclarer qu'ils sont guéris. L'Institut Pasteur est le seul habilité à détecter le virus. Et dans le cadre du renforcement du dispositif sanitaire, d'autres unités seront mises en place. Nous avons réfléchi, dans un contexte d'urgence, à multiplier, à décentraliser un peu l'activité diagnostique. Et ce que nous faisons actuellement, c'est que nous sommes en contact avec nos confrères de Constantine, d'Oran et même d'Alger, un peu plus dans le sud après un délai. Et donc, nous allons les outils en appareils qui sont les mêmes appareils que nous utilisons en laboratoire. Nous allons leur donner des kits de diagnostic que nous utilisons dans l'acte d'activité de référence. Et pour une petite mise à jour avec les techniciens de notre laboratoire de référence, ils pourront être aptes à faire de la détection dans les prochains jours. L'épidémie peut s'avérer dans certains cas graves. La prévention reste donc de mise, prévenir mieux que guérir. Voilà pour ces explications et sachez qu'en cas de doute, vous pouvez toujours appeler le numéro vert 30 30. On vous parle souvent du développement du secteur agricole. Cette année, à Skikda, les produits sont abondants, seulement voilà, les agriculteurs dénoncent le manque de transport pour écouler leurs produits. Et quand les produits arrivent jusqu'aux consommateurs, leur prix ne couvre pas toujours les charges des agriculteurs. Camilla Mellel. Des arbres fruitiers et des champs de pommes de terre à perte de vue. Cette année encore, la production est abondante, mais toujours pas de marché pour l'écouler. Les agriculteurs de Skikda doivent à la fois parcourir de longues distances et brader leur production. La récolte cette année est exceptionnelle. Nous avons vraiment eu une production record. Une production qui reste néanmoins difficile à écouler sur le marché local ou même national. Le prix de la pomme de terre est au plus bas et ces prix ne couvrent même pas les dépenses des agriculteurs. Les agriculteurs que nous avons rencontrés ont également évoqué d'autres problèmes, notamment celui du manque d'eau et de la main-d'œuvre qualifiée. Les prix des engrais sont très élevés et nous avons beaucoup de coupures d'eau. Nous avons un manque flagrant de main-d'œuvre qualifiée et nous trouvons du mal à résoudre ce problème. De son côté, la direction des services agricoles de Skikda a mis en avant les efforts consentis par le secteur, lesquels ont permis d'augmenter la production et de conférer une valeur ajoutée à l'économie nationale. Notre direction a fourni aux agriculteurs de la région tous les moyens nécessaires pour développer leurs activités, les engrais, les pesticides et même le matériel agricole adéquat. Ainsi, les agriculteurs ont bénéficié de l'aide de l'État qui leur fournit les semences et ce, dans le cadre du programme de développement et de l'investissement agricole. Résoudre les difficultés liées à la commercialisation des produits agricoles permettra d'encourager les agriculteurs à poursuivre leurs projets ambitieux et promouvoir l'agriculture dans cette région.
Et pour avoir un lait et un fromage de qualité, un éleveur à Ain Abid dans la wilaya de Constantine a décidé de se lancer dans l'élevage caprin. Ces chèvres et béliers pâturent dans des étendues de verdure à perte de vue. Vous allez le voir, le respect des conditions de pâturage est respecté, si bien que les pouvoirs publics ont décidé de lui venir en aide. Amel et Siritir. Ici, dans la commune de Ain Abid à Constantine, Haïdar s'est intéressé depuis peu à l'élevage caprin. Il a choisi les races Saanen et Alpine pour avoir un meilleur rendement, notamment en ce qui concerne la production laitière. Haïdar ne compte pas s'arrêter là, il va très prochainement se lancer dans la fabrication de fromage de chèvre. Nous avons ramené 56 chèvres ainsi que 4 béliers. Ce sont des chèvres laitières. La chèvre de race Saanen produit 3 à 4 litres de lait par jour. Et l'alpine, elle nous permet d'avoir 5 à 6 litres par jour. D'ici l'année prochaine, on compte avoir 250 chèvres. Nous demandons aux autorités de nous attribuer des aides pour élargir notre activité et passer à la production de fromage de chèvre. L'accompagnement de ces jeunes investisseurs, notamment en milieu rural, devient la priorité des pouvoirs publics, d'autant plus qu'il s'agit d'un secteur porteur de richesse. Nous avons pour objectif, à travers l'attribution de ces aides, d'arriver à avoir un maximum de quantité de lait. Les conditions sanitaires, il a de bonnes conditions d'élevage. Donc maintenant, c'est à nous de faire le suivi que ce soit par les vétérinaires fonctionnaires et par les vétérinaires privés. Une activité qui permet de renforcer la production nationale en lait. La filière caprine peut également jouer le rôle de levier du développement économique rural du pays. Dans l'actualité de ce vendredi, la Tunisie frappait au cœur de sa capitale. Un policier a été tué, 5 autres ont été blessés dans un double attentat suicide qui a visé l'ambassade des États-Unis à Tunis. La première attaque dans la capitale tunisienne depuis 8 mois. Une enquête a été ouverte par le pôle judiciaire tunisien antiterroriste. L'ambassade américaine a indiqué sur Twitter avoir pris les mesures après cette explosion en appelant toute personne à éviter cette zone. L'actualité internationale de ce vendredi est marquée par un accord entre la Turquie et la Russie, une explosion à Kaboul et le secteur du tourisme qui chiffre ses pertes en Espagne. Camille Millet. La province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, s'est réveillée ce matin dans un calme relatif. Aucun avion ne sillonna son espace aérien pour la première fois depuis des mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Hier, le président russe et son homologue turc étaient parvenus à un accord au terme d'une réunion marathon à Moscou. L'accord devrait mettre fin à des semaines de violence ayant provoqué une catastrophe humanitaire avec près de 500 civils tués. Le groupe autoproclamé État islamique a revendiqué l'attaque contre un rassemblement politique ayant tué au moins 31 personnes dans la capitale afghane Kaboul, le premier depuis l'accord conclu récemment à Doha entre les talibans et les États-Unis. L'épidémie de Covid-19 frappe de plein fouet le tourisme en Espagne. L'impact économique s'évalue déjà à une vingtaine de milliards d'euros dans l'industrie du tourisme et du divertissement. Partout dans le monde, les opérateurs et les hôteliers s'inquiètent de la soudaine baisse de fréquentation des grands sites. Il s'appelle Nick Valanda. Vous n'allez pas croire vos yeux, cet acrobate américain a réussi l'exploit de marcher au-dessus d'un volcan en activité. Une traversée longue de 548 mètres, au cours de laquelle il aura bien failli connaître l'enfer de se retrouver suspendu par un petit câble à quelques mètres seulement du magma en fusion. Retour en Algérie. Aujourd'hui, il a fait beau à Alger. L'occasion pour plusieurs parents d'emmener leurs enfants faire de l'équitation à la ferme équestre de Hrawa, du côté de Ain Taïa. Au pas, au trot et parfois au galop. Chacun à son rythme. Découverte avec Walid Yousfi. Une passion pour certains, un sport de compétition pour d'autres. L'équitation connaît de plus en plus de succès ces dernières années. À la ferme équestre de Hrawa à Ain Taïa, on propose des cours pour apprendre à monter à cheval. Des cours destinés à tout un chacun. C'est avant tout un endroit pour les passionnés du cheval, pour ceux qui veulent découvrir, avoir un contact avec le cheval.
On propose des formations pour les tout petits de 4 ans à 7 ans sur les poneys et de 7 ans et plus qui peuvent pratiquer l'équitation. Une fois qu'on essaye cette passion-là, on peut pas s'en passer. Ah oui. Ouais, c'est impossible. Il y a des vieux de 70 ans qui font encore du cheval. C'est l'avantage de ce sport-là. Pour ces cavaliers, l'équitation va au-delà du sport ou de la passion. Une relation très particulière lie le cheval avec son cavalier. Une relation où s'installe la confiance et qui se construit au fil des ans. L'équitation est une discipline qui leur permet de s'épanouir. Là, ça fait 5 mois qu'elle pratique l'équitation. Elle en parle souvent, elle pense qu'à ça. D'ailleurs, les week-ends, c'est sacré. Tous les week-ends, elle les passe ici, que ce soit le vendredi ou le samedi. Et même si elle a un temps libre, même si elle ne monte pas en cours de semaine, elle souhaite venir, elle vient. En fait, c'est un rapport très particulier parce que d'abord, il faut aimer le cheval, il faut aimer l'animal en soi. Il a énormément à apporter aux gens. Quand on pratique l'équitation, c'est un partage entre le cavalier et sa monture. Socialement, elle a beaucoup changé du fait qu'elle est déjà un peu timide. Le fait qu'elle soit ici, qu'elle monte à cheval, qu'elle côtoie aussi d'autres cavaliers qu'elle ne connaisse pas, ça lui a permis quand même de s'ouvrir plus vers l'inconnu et vers les gens. Bien plus qu'un sport, l'équitation améliore le bien-être moral et physique du cavalier. Elle ajuste l'équilibre du corps et augmente la tolérance à l'effort. De belles images. Jadis, un minaret qui rassemblait les fidèles. Aujourd'hui, une horloge au centre de la ville de Meliana. Plus qu'une horloge, vous allez le voir, cette tour est devenue un repère pour les habitants, pour voir l'heure, pour se retrouver, pour passer du temps ensemble. Siam Kenouch nous raconte l'histoire de cette horloge à travers le regard de ses habitants. Reportage. Un mécanisme qui perdure. Et puis, à midi, 12 coups. Comme chaque horloge qui se respecte. Nous sommes à Miliana, devant un vieux minaret qui date de l'époque ottomane, transformé au milieu du 19e siècle par la France en horloge. Cette horloge n'était autre que le monument de l'ancienne mosquée El-Batha, ou bien dite Jami'a Turk. Donc cette mosquée a été construite durant le début de la période turque. Et lors du tracé de la nouvelle ville par le génie militaire français, donc cette mosquée a été détruite en 1844 pour être transformée en place publique et son minaret en tour d'horloge. Un monument qui défie le temps et qui a indiqué déjà l'heure à plusieurs générations. Dans le musée de la ville, nous découvrons sa plus ancienne cloche, faite en bronze. La ville de Miliana va faire plusieurs sites et monuments historiques. Donc on a choisi cette horloge-là. Lorsque les visiteurs viennent visiter ce site, donc on leur offre ce monument. Pour les Milianais, cette horloge fait partie de leur quotidien. Tout change autour d'elle, les rues, les saisons, les gens. Mais avec elle, le temps est toujours ressuscité. يخصها بزاف كنت تروح لوغلوز سما شغل مليانه تعرف دابري مو لوغلوز كانت هي ستادير سورتو كانت اللي تكوفيرت دو فيردور باقي غير الساعه برك اللي نشوفوها الباقي ما نشوفو والو كلش كان مكوفري. On dit que le meilleur ami du temps est le temps lui-même. L'horloge continue à sonner l'heure au milieu de l'ambiance mauresque de la ville. Et c'est l'heure pour nous de vous présenter une artiste qui a pris tout son temps, 17 ans, avant de marquer son retour sur scène. Selma Kouiret, le temps justement de revisiter plusieurs répertoires, du jazz vers le shabi. Les morceaux étaient bien choisis hier soir à l'Opéra d'Alger. Boualem Bessayah, Yamina Saïdji. La
chanteuse Selma Kouiret a marqué hier soir son retour sur la scène algérienne, après 17 ans d'absence, avec l'interprétation d'une dizaine de titres du patrimoine algérien, revus dans un nouveau concept ouvert sur la musique du monde. La chanteuse a interprété puis commenté chacune de ses chansons, une manière de communiquer avec son public qui lui a tant manqué. درت هذا العرض هذايا ديال اليوم باش ندير لو غران روتور العوده ديال Je suis très heureuse d'être ici avec mon public. C'est un public chaleureux, mais en même temps exigeant. Cette symbiose avec mes fans m'a beaucoup manqué, donc je suis très contente de les retrouver ici après une si longue absence. وانا كي نكون قبلت البوبليك الجيريان الجمهور ديالي ماشي غير ديالي الجمهور نقول الجمهور ديالنا. Du haouzi à la salsa, du sha'bi au jazz, de la variété algérienne au flamenco, la chanteuse pétrie de talent a fait voyager son public et a profité de son retour sur scène pour annoncer la sortie de son nouvel album. Du sport, pour terminer ce journal, le championnat d'Algérie de karaté-do senior qui se déroule à la salle Hacha Hassan à Alger. Domination du club Birtout Adam lors des finales comité individuel avec 3 médailles d'or. 2 autres médailles d'or ont été remportées par le GS pétrolier. Chez les hommes, GSP a terminé avec 2 médailles d'or. Par équipe kata, le championnat national a été remporté par l'équipe de la Sûreté nationale d'âme. La première place chez les hommes est revenue au GSP A. Voilà, c'était la dernière information dans notre journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Belle soirée à tous.